Bonjour tout le monde et bienvenue à cette entrevue en direct de l'activité d'exploration Je m'oriente en live proposée par l'organisme Jeunes Explos Stage d'un jour. On est très fiers à Jeunes Expo de pouvoir vous offrir à vous les jeunes à la maison une opportunité d'exploration pour faciliter votre processus de choix scolaire et professionnel en cette période particulière. Je me présente, mon nom est Audrey-Anne Cloutier-Côté, je suis chargée de projet à l'organisme et c'est moi aujourd'hui qui sera votre animatrice pour l'entrevue d'aujourd'hui. Je tiens à mentionner pour les jeunes qui sont à l'écoute, si jamais vous avez des questions spécifiques pour notre mentor, simplement les écrire en commentaire sous la vidéo et on tentera d'y répondre tout au long de l'entrevue. Alors, sans plus perdre de temps, je vous présente notre mentor d'aujourd'hui qui s'inscrit dans la semaine thématique du génie. Alors, on reçoit Madame Léa Sobny. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bien, tout d'abord, un énorme merci d'avoir accepté l'invitation. On est très heureux de vous recevoir pour découvrir un peu plus c'est quoi la profession d'ingénieur électrique. C'est pas toujours une branche de l'ingénierie à laquelle on pense directement, donc on a hâte d'en apprendre plus. Avant de commencer l'entrevue, pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez accepté l'invitation justement de vous prêter au jeu pour l'activité Je m'oriente en live? Donc déjà, merci pour l'invitation. Donc c'est vraiment un plaisir pour moi de participer à l'événement avec vous aujourd'hui. Pourquoi j'ai accepté l'invitation? Parce que moi aussi, quand je retourne plusieurs années en arrière, j'ai été dans cette phase-là aussi où je me suis questionnée de savoir ça serait vers quel métier, vers quelle branche que j'irais en termes sur le plan professionnel. Donc je trouvais ça intéressant aussi de venir un peu vous partager là mon retour d'expérience sur ce que j'ai vécu, c'était quoi mon questionnement. Aujourd'hui, je travaille chez Desjardins, Groupe Technologie Desjardins, qui est vraiment le volet TI là chez Desjardins. Mais c'est vrai qu'avant d'arriver là, j'ai quand même eu beaucoup de phases en fait où j'ai dû me questionner. Puis j'ai aussi eu la chance en fait des fois on va se retourner vers notre entourage un peu vers qu'est-ce qu'ils font. Puis des fois indirectement, ça vient aussi nous orienter là dans nos choix de carrière. Donc, toutes les expériences sont bonnes là, pour arriver à un choix scolaire et professionnel, que ce soit par son entourage, par des stages d'un jour, par des lectures aussi. C'est toutes des informations pertinentes là, pour nous guider dans notre processus. Donc là, vous avez effleuré un peu le sujet par rapport à Desjardins. Vous nous avez mentionné que vous travaillez actuellement plus vers la branche TI. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu pourquoi vous vous êtes dirigé par cet emploi-là? En fait, moi, je dirais dans le fond, là, comme vous dites, j'ai un background en ingénierie. Donc, naturellement, là, moi, mes derniers employeurs, initialement, c'était vraiment plus au niveau de l'ingénierie aussi, dans les projets d'ingénierie. Et moi, j'ai une spécialisation. Mon métier, c'est en gestion de projet. Je suis chargée de projet. Donc, du coup, pour moi, c'était quand même un lien aussi logique parce que quand on travaille en gestion de projet, les opportunités sont vraiment variées. On peut aller en ingénierie, on peut aller dans TI, on peut aller dans d'autres secteurs. Donc, OK. moi, j'étais rendue à une phase où j'avais aussi de l'intérêt de aller peut-être plus aussi explorer un peu des projets TI, regarder aussi un peu plus dans le milieu bancaire, qu'est-ce qui s'y faisait. Donc, après être passé par vraiment des entreprises en ingénierie comme SNC-Lavalin, Bombardier. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, j'avais de l'intérêt. Dans le fond, il y a aussi, quand on a de l'intérêt, la curiosité aussi, d'essayer de nouvelles choses. Donc, moi, c'est dans ce sens-là que je suis allée, j'ai eu l'intérêt aussi d'aller vers travailler chez Desjardins. Puis maintenant, je travaille vraiment plus sur des projets TI. Puis ça me permet aussi de faire un peu la balance, la comparaison entre travailler vraiment sur un projet typiquement d'ingénierie versus des projets aussi TI. Donc, ça permet aussi de regarder un peu les différentes facettes, puis c'est ça, d'évoluer aussi en termes de projets puis d'expérience professionnelle. Alors, ça prouve encore une fois qu'il y a diverses possibilités de carrière là, quand on est en génie. C'est pas les possibilités là, puis les chemins qui manquent. Effectivement. Donc, les portes sont vraiment ouvertes. Puis même quand vous faites le baccalauréat, on a vraiment aussi différentes. On peut choisir des options là quand on évolue là dans les années de baccalauréat. Donc vraiment se dire que quand on fait l'ingénierie, les portes sont grandement ouvertes. Et on a toujours l'occasion de, même en termes de carrière là, vraiment d'aller dans différents secteurs là. Puis c'est vraiment ouvert. Puis l'ingénierie nous amène quand même le côté, comment on va dire, méthodique.
Oui. qu'on peut utiliser justement là, peu importe le secteur dans lequel on est, mais ça reste des valeurs vraiment bénéfiques là, quand on travaille sur le plan professionnel. Donc, au baccalauréat, finalement, ce que vous dites, c'est qu'il n'y a pas seulement le savoir-faire qui est approfondi, il y a aussi le savoir-être où est-ce qu'on développe des compétences relationnelles, puis qu'on est prêt finalement, là, qu'on se développe pour être prêt à accéder au marché de l'emploi. Moi, j'ai envie qu'on parle un peu plus concrètement à quoi ça ressemble une journée type dans vos fonctions actuelles comme chargé de projet, mais aussi si vous pouvez nous faire le parallèle avec vos anciens employeurs quand vous travaillez vraiment sur des projets là, d'ingénierie électrique. OK, donc moi j'ai ma journée typique en fait, c'est en tant que chargée de projet, je vais faire le suivi avec les équipes. Donc vraiment regarder avec eux au niveau des projets comment ça va, est-ce qu'il y a des choses on peut débloquer. Puis à ce moment-là aussi, on va s'arrimer avec les partenaires d'affaires, donc les clients qui nous ont demandé la solution à mettre en place. Donc aussi faire le suivi avec eux pour s'assurer que ce qu'on va livrer répond vraiment aux besoins de nos partenaires d'affaires. Puis je vais avoir aussi des rencontres de présentation d'avancement, donc vraiment présenter au comité, aux différents comités l'avancement du projet, leur dire comment le projet se va, la santé du projet au niveau de l'échéancier. Est-ce qu'on respecte les coûts en termes aussi des différents livrables? Est-ce qu'on s'engage toujours à livrer à la date qu'on avait convenue? Puis aussi en termes de qualité de besoin, donc de voir un peu la solution qu'on va mettre en place, est-ce qu'elle répond complètement aux besoins qui ont été exprimés? Donc, moi, ça va être ça en général, mes activités que je vais faire là, au quotidien. Puis des fois, on a besoin d'aller chercher aussi du support là, d'autres secteurs d'affaires pour venir avancer dans la réalisation. Donc, là, je vais aussi avoir ces différentes rencontres d'arrimage pour s'assurer qu'on avance conformément à ce qui a été demandé. Donc ça, c'est à peu près mes activités. Ouais. Puis on a différents contributeurs dans les projets. On a des analyses à faire, des analyses fonctionnelles, des développeurs, donc des architectes, vraiment plusieurs métiers. Je les ai pas tous cités, mais vraiment plusieurs métiers qu'on travaille ensemble, hein, puis en équipe pour venir réaliser le projet. Donc, il y a quand même beaucoup l'aspect là, d'analyse et de gestion de projet là, dans vos fonctions actuelles chez Desjardins. Et si on Exactement. retourne un peu à l'arrière, quand vous aviez plus des fonctions typiques, entre guillemets, d'ingénieur électrique, ça ressemblait à quoi? En fait, je vous dirais, le métier d'ingénieur électrique, ça va être beaucoup, un arrimage au niveau des plans et devis. Moi, j'ai toujours eu une casquette plus gestion de projet, là, même autant en planification. Moi, j'accompagnais les différentes équipes techniques au niveau de l'avancement des livrables, mais ça va être beaucoup, on va travailler au niveau des plans et devis, par exemple, puis aussi faire le suivi là pour au niveau des besoins, pour voir comment la solution qu'on implante, comment ça peut répondre aux besoins, mais en regardant aussi les différentes contraintes. On a plusieurs normes à respecter, plusieurs contraintes à respecter. Donc, le métier, quand on est plus dans le milieu technique, là, ingénierie, c'est vraiment s'assurer que qu'est-ce qu'on met en place, ça répond aux différentes normes et en place là. Donc, c'est surtout ça en fait, ce métier-là. Au niveau d'ingénieur électrique. Ingénieur électrique, vraiment, on va parler de tout le système électrique là, d'un bâtiment, que ce soit un bâtiment existant ou la construction d'un nouveau bâtiment. Dans le fond, vous devez prendre en compte les normes, puis tout le système là, entre les murs, parce que le système électrique, on le voit pas. Donc, vous devez avoir cette lunette-là là, pour aller voir un peu plus concrètement à quoi ça ressemble là, derrière les murs, puis est-ce qu'on a une fournaise ici? Est-ce qu'on peut passer le filage par là? Est-ce que je me trompe ou ça ressemble un peu à ça peut être au niveau du bâtiment, comme je dis, même au niveau du transport. Là, on a la partie électrique aussi à regarder au niveau, donc vraiment dans tous les différents secteurs d'ingénierie technique, oui, on a vraiment regardé, ça peut être des normes électriques au niveau du bâtiment. Puis, mais c'est vraiment s'assurer qu'on est conforme là au niveau des normes en place là, pour le volet électrique. Je pense que vous avez préparé aussi quelques logiciels à nous présenter en partage d'écran. Je vous propose qu'on
qu'on débute cette présentation-là. Ça va OK. peut-être nous donner une bonne idée des outils avec lesquels vous travaillez. Ça marche. Je vais vous partager mon écran. Donc là, on va commencer. Je vais vous partager. Vous me direz si c'est parfait. Est-ce que c'est beau? Là, vous devrez voir dans mon écran. Dans ce que je vous partage, c'est principalement des outils en gestion de projet, comme on disait. Oui, on a le volet génie électrique où on peut aussi travailler. Quand on dit génie électrique, ça peut aussi travailler au niveau des semi-conducteurs, là, c'est-à-dire tout ce qui est, on a de l'électronique aussi, mais ce que moi je vais vous présenter, c'est vraiment des outils que j'utilise actuellement en gestion de projet. L'outil que je vous montre, c'est Microsoft Project, MS Project. Donc, c'est un outil qui permet de faire la planification de projet. Où est-ce que là, vous allez voir, je vous ai créé vraiment un exemple test d'un projet. Donc, le projet, je l'ai appelé là le projet STAR. Ce que ça permet de suivre, c'est vraiment, on peut mettre les différentes phases du projet. Là, on a une phase, par exemple, là, de faisabilité, une phase de conception. Puis là, ce qu'on vient mettre, c'est les différents contributeurs, là, les différents experts qui travaillent au niveau du projet. Donc, on a l'analyse d'affaires, par exemple, avec les différentes activités sur lesquelles il va travailler. Puis là, vous voyez, ce qu'on vient mettre ici, c'est vraiment des dates planifiées pour l'activité. Donc, on va venir mettre un début, une fin, puis on peut même aller jusqu'à suivre aussi les coûts pour chacune des activités, là. Puis ensuite, pour chacune des activités, on va venir mettre ici, je vais juste essayer de rester au niveau, pas trop dans le détail, là, mais ce qu'on vient mettre dans les tâches, par exemple, on peut dire, OK, ben, cette tâche-là, pour qu'elle soit complétée, on a un prédécesseur d'abord qui doit être absolument fini avant que la tâche commence. Donc, ce que ça vous permet d'avoir, c'est vraiment la vue complète de votre projet, où est-ce que nous, on vient voir, au final, quand on finit de faire son plan, on a une date de début ici. Nous, c'est le 22 mars, une date de fin, donc avec toutes les tâches qu'on a découlées en mettant les contraintes. On a une date de fin qui arrive le 16 juin, puis on a un coût pour ce projet-ci estimé à 39 900. Donc, quand on fait la planification, ça permet de venir d'avoir une estimation. C'est quand que le projet commence, c'est quand il finit, puis c'est quoi le coût estimé du projet, puis dans chacune des phases. Comme là, j'ai ma faisabilité, j'ai mon coût estimé, là, 15 820, et ma conception. Puisque vous voyez aussi, en fait, un peu plus à droite ici, là, c'est vraiment ce qu'on appelle les différentes barres en noir ou en bleu, là, où est-ce que vous voyez des activités comme celle-ci, là, avec Project Manager, c'est la ressource qui travaille sur ces tâches-là. Puis vous avez un lien pour dire quand c'est fini, la tâche qui vient après. C'est la tâche la plus petite tâche en bleu là. Donc la planification vous permet vraiment de voir ici vraiment le mapping de chacune des activités et quand est-ce qu'on les réalise et ça vous permet de voir aussi des liens là. C'est qui le prédécesseur ou le successeur de chacune des tâches. Donc ça permet une belle vue d'ensemble du projet sur lequel on travaille. Présentement, c'est ce que vous utilisez chez Desjardins, donc comme chargé de projet, plus au niveau des TI. Mais il y a une question ici d'Isabelle qui se demande, est-ce que ce genre de logiciel-là, c'est utilisé aussi dans des firmes de génie conseil ou plus par le volet là, d'ingénieur électrique, plus précisément là? Est-ce que c'est aussi utilisé? Oui, c'est que pour quelqu'un, quand on embarque en gestion de projet, on a le MS Project, qui est un outil qui est utilisé par plusieurs des entreprises. Puis on a aussi Primavera, qui est un autre outil beaucoup plus gros, qui est aussi utilisé dans des firmes d'ingénierie, dans certaines firmes d'ingénierie. Mais en général, c'est les deux outils en planification de projet. Donc, ça se peut, pour répondre à la question posée, qu'on ait l'outil Primavera aussi. Il y a des compagnies où j'ai travaillé que c'était Primavera. Puis il y en a d'autres que c'est MS Project, là, qui est l'outil, dépend vraiment de l'envergure des projets, puis aussi du choix qui est fait par les entreprises au niveau des choix de solutions. Donc, est-ce que ça répondrait là, à la question?
Oui, tout à fait. Puis j'enchaînerai aussi avec une seconde question par rapport à la formation, l'enseignement de ces outils-là. Est-ce que c'est montré à même la formation au baccalauréat en ingénierie ou c'est une formation d'appoint qu'on doit prendre là, quand on se spécialise comme chargé de projet? Donc moi, je vous dirais, moi dans le fond, parce qu'après mon bac, moi, j'ai fait une maîtrise en gestion de projet. Puis dans cette maîtrise-là, on nous a montré ces outils-là, par exemple. Là, donc on avait même des cours là, spécifiques où on utilisait Primavera et MS Project. Mais maintenant, il y en a aussi qui vont l'apprendre vraiment sur le terrain. Ça se peut que peut-être tu finis ton bac, puis dans ton entreprise, on utilise déjà MS Project. Tu peux aussi, peut-être en l'utilisant, te faire la main, mais on a vraiment des maîtrises ou des certificats en gestion de projet où des fois, on va avoir des formations là, sur ces outils. Donc, ça serait les deux axes possibles. Mais moi, dans mon cas, Mhm. par exemple, j'ai fait une maîtrise en gestion de projet et dans la maîtrise, on parlait des outils, puis on parlait d'autres éléments là, qui m'ont aidé dans mon expertise en gestion de projet. Donc, clairement, on voit ici là, que ça facilite la gestion du projet là, du début à la fin. C'est même indiqué là, en termes de budget à respecter, les échéanciers et aussi les autres corps de métier qui sont impliqués là, dans le projet. Donc, une belle vue d'ensemble là, qui facilite grandement le processus. Je pense que vous avez aussi un autre logiciel à nous présenter. Oui, donc ça c'était donc MS Project. Maintenant on va aller donc là ça vous montre vraiment la vue on va dire quand on travaille un peu plus en mode traditionnel dans les projets d'ingénierie. En général, nous c'était ça vraiment l'approche. Donc avec ces outils-là, maintenant je vais vous montrer Jira, qui est un outil qui est un peu plus utilisé dans quand on travaille en projet de développement là dans des projets TI. Donc, c'est un outil qui vous permet là, je vais vous montrer d'autres tableaux. Là, j'ai un tableau Kanban, celui-ci. Donc, ici, c'est vraiment quand on veut plus aller dans des équipes en mode agile. Donc, quand on dit agile, en fait, c'est vraiment de dire, au lieu d'avoir chaque phase en cascade, on va essayer d'avoir plutôt des rencontres. Donc, des scrums à tous les jours. Puis après, on fait des planifications. Donc, ce que ça permet de faire, en fait, c'est de se dire qu'on va être agile, on va être flexible, aussi à pouvoir répondre rapidement, là, si on a des changements qui viennent au niveau du projet, ben, d'avoir des planifications. Si je prends, par exemple, on se dit, on veut avoir une planification aux 2 semaines. Donc là, l'équipe, ici, là, je vais juste vous l'expliquer avant de revenir dans mon détail. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va se définir dans l'équipe, on a les tâches à faire. Ça, c'est la section ici. La section en cours, c'est la section ici. La section terminée. Le tableau, il peut être encore plus détaillé que ça. On peut avoir des sections en test, puis des sections à valider. Je vous ai juste fait un draft pour la démo d'aujourd'hui. Puis maintenant, ce qu'on va venir dire ici, pour chacun des rôles dans le projet, je vais dire, on peut avoir un architecte, on peut avoir une analyse à faire, on peut avoir des développeurs. Donc, pour chacun des rôles ici, donc l'architecte, par exemple, il va avoir sa tâche, modèle de solution. L'analyse à faire, il a sa tâche et l'analyse fonctionnelle a sa tâche aussi. Donc, ça, on les découpe et ce sprint-ci, c'est juste, on va dire, pour les 2 prochaines semaines, voici le portrait des tâches qu'on va réaliser dans l'équipe. Donc, ça permet, en fait, on découpe, en fait, les différents livrables en petits morceaux d'activité qu'on se donne sur un sprint, en fait, avec une durée. Là. Dans notre cas, on peut dire, OK, on se donne nos travaux réalisés chaque 2 semaines, puis après, on fait une planification pour le prochain sprint à venir. J'espère que Parce que je vous c'est noie sûr pas de... Pardon, c'est sûr qu'un projet d'envergure, que ce soit en ingénierie, en TI, c'est quand même sur une certaine période de temps. Donc, c'est beaucoup plus facile de gestion, comme vous dites, là, de le scinder étape par étape, puis de rendre ça un peu plus visuellement compréhensible pour être sûr justement que chaque étape est bien réalisée, qu'on n'oublie rien et que la gestion est bien faite. Là, c'est sûr qu'aujourd'hui, on a plus des informations par rapport à votre rôle de chargé de projet, mais quand on est ingénieur électrique, j'imagine qu'on doit travailler aussi avec des logiciels de dessin, les plans,
Oui, Les effectivement. plans pour les circuits aussi, là, ça doit être quand même souvent utilisé, là. Effectivement, pour l'ingénierie, vous avez aussi des outils vraiment spécifiques et adaptés là pour ces travaux-là. Effectivement, vous avez des outils utilisés s'il faut faire des dessins, des plans. Il y a des outils pour ça aussi également. Super. Donc, on peut peut-être cesser le partage d'écran et on pourra enchaîner avec la question par rapport à la formation nécessaire pour devenir ingénieur électrique. On a parlé tout à l'heure que ça prenait un baccalauréat. Donc, pour les jeunes qui terminent leur secondaire, vous faites votre demande d'admission au collégial avec, j'imagine, les sciences nature, là, avec mathématiques, chimie, physique. Et ensuite, vous faites votre demande d'admission à l'université au baccalauréat en génie électrique. Et à ce moment-là, est-ce que c'est très concret comme formation? Est-ce que c'est très théorique? Y a-t-il des stages? Comment ça s'est Ah, passé, ok, votre c'est expérience? vraiment concret. Vous avez vraiment des formations concrètes d'ingénierie. Vous allez même vraiment monter. Il y a vraiment des labs concrets. Vous allez vraiment monter des circuits. Vous allez vraiment monter. Il y avait même des trucs en robotique aussi. Il y a des activités en programmation. C'est vraiment concret, là. Vous allez avoir des labs aussi, des séances de lab en groupe avec des livrables vraiment concrets. Donc, c'est vraiment un mélange. Oui, on a la théorie, là, au niveau de qu'est-ce que ça devrait et comment, mais il y a vraiment des labs très pratiques, là, au niveau du génie électrique, qui fait que vous allez déjà toucher, ça va être vraiment concret, au niveau de ce qu'il y a à réaliser. Donc, maintenant, j'ai peut-être perdu la dernière question, Mais votre c'était dernière. justement par rapport à votre expérience là, au baccalauréat. On sait qu'un bac en ingénierie, c'est une durée de 4 ans plutôt que 3 ans. Et ensuite de ça, vous êtes quelques années là, comme ingénieur junior avant d'avoir votre titre, votre sceau officiel comme ingénieur. De votre côté, comment ça s'est passé, là, l'intégration sur le marché de l'emploi avec votre titre d'ingénieur électrique? Est-ce que OK. c'est facile de se trouver un poste directement? Je vous OK, laisse aller par rapport à d'accord. ça. Moi, dans le fond, j'ai embarqué en fait avec un stage. Donc, peut-être ça ramène à la question d'avant, c'est que oui, dans le fond, pendant la durée de votre bac, il va y avoir des stages, puis je vous encourage même vraiment à le faire parce que ça me permet aussi vraiment d'avoir un pied déjà en entreprise, puis même ce qui fait la différence entre vous puis un autre, c'est vraiment aussi cette expérience-là que les entreprises vont regarder. Tu sais, si quelqu'un a déjà Mhm. d'expérience, ça donne vraiment un plus là par rapport à d'autres. Donc, moi, j'ai fait des stages. Puis, dans le cursus aussi, bon, il va y avoir des stages selon les écoles. Je sais que à mon époque, quand je le faisais, il y en avait que c'était déjà bien intégré, là, puis c'était obligatoire, il fallait le faire. Moi, dans mon cas, je l'ai fait. C'était pas nécessairement une obligation, mais je l'ai fait. Puis moi, du coup, ce qui s'est passé, c'est que après mon stage, je suis restée en fait là. Donc, après mon stage, quand je finissais, ben, j'ai commencé aussi à travailler directement. Moi, la seule différence en fait dans mon cursus, c'est que j'ai fait mon diplôme d'ingénierie, que j'ai tout de suite après, j'ai fait ma maîtrise. Mais si vous voulez aussi, vous finissez l'ingénierie, vous faites le stage puis vous embarquez. Là, moi, j'ai fait les deux, ma maîtrise étant en accéléré. Donc, du coup, tout de suite après, je faisais mon stage, puis je commençais aussi j'ai été gardée ensuite là, comme dans cet employeur-là. Donc, les Donc, deux somme toute, possibilités. c'est assez facile là, de se trouver un emploi une fois qu'on a Mm, terminé mm. ses études en ingénierie. Vous l'avez dit plus tôt en entrevue, c'est pas les possibilités et les portes qui sont restreintes. Là, vraiment, il y a tout plein de choses qu'on peut faire une fois qu'on détient son titre d'ingénieur électrique. Et puis, moi, j'ai envie de savoir aussi, parce que c'est une question qui revient souvent quand on parle du génie électrique, on dit parfois que c'est plus facile de faire justement les devis en électricité sur des nouveaux bâtiments que sur des bâtiments existants. Pouvez-vous nous expliquer un peu pourquoi on entend ça? Ah, pour cette question-là, en fait, comme j'ai pas été spécifiquement dans ce secteur-là pour les bâtiments, je n'aurais pas vraiment, malheureusement, là je pourrais pas vous expliquer le pourquoi là pour
je sais pas, est-ce que c'est, comment je veux dire, est-ce que ça dépend des contraintes? Mais donc, Justement, pouvez-vous nous donner des exemples de contraintes là, qu'on doit tenir en compte là, sur des bâtiments existants, chose qu'on n'a pas nécessairement sur des nouveaux bâtiments? ben, en fait, comme je dis, parce que ça, c'est vraiment aussi plus en mécanique, en électricité pour les bâtiments. Donc, c'est aussi un autre secteur un peu plus spécifique là, au niveau de l'ingénierie électrique. Donc, il y a des normes existantes là, mais je pourrais pas vous donner vraiment plus de précision pour cette question-là, malheureusement. Mais c'est vrai qu'il y a des normes existantes au niveau du bâtiment. Mais Et sinon, si on retourne un peu à l'arrière, quand vous étiez au secondaire, elle est venue d'où cette étincelle-là pour le domaine de l'ingénierie, plus précisément pour le génie électrique? Comment est-ce que vous avez su que c'est ça que vous vouliez faire plus tard? OK. Moi, dans le fond, comment est-ce que j'ai su que c'est ça que je voulais faire? Moi, je vous dirais qu'en fait, moi, j'avais un intérêt pour les télécommunications mobiles, puis pour aller vers ça, ça passait aussi d'embarquer dans le génie électrique. Donc, je dirais beaucoup regarder un peu qu'est-ce que vous aimez faire, vos passions. Puis moi, à l'époque, quand j'allais vers ça, c'était un peu la tendance du moment aussi. Donc, je pense que c'est un peu ce qui m'a captivé, puis qui a fait que j'ai voulu aller vers le génie électrique. Mais maintenant, dites-vous aussi que rien n'est, comment je veux dire, c'est pas si c'est pas encore très clair là en ce que vous voulez faire. Regardez aussi qu'est-ce que vous aimez. Regardez aussi qu'est-ce qui peut fitter par rapport à votre personnalité, en se disant que il y a quand même, ce n'est pas fermé. Là, vous pouvez choisir une spécialisation si vous n'êtes pas absolument certain, puis ensuite upgrader là. Donc, mais je vous dirais quand même de regarder qu'est-ce que vous aimez faire, puis même en plein baccalauréat, des fois, il y a le tronc commun, mais qui peut vous laisser le temps ensuite d'aller vers la spécialisation que vous choisirez, mais donnez-vous le temps, puis regardez qu'est-ce qui peut vraiment fitter aussi avec votre personnalité, parce que ce qu'il faut se dire, c'est qu'un emploi, c'est quelque chose, quand on se lève le matin, là, pour aller travailler, il faut que ce soit aussi quelque chose, une passion. Mm-hmm. Donc, vraiment avoir l'impression que c'est pas, on travaille pas là parce qu'on fait qu'est-ce qu'on aime. Donc aussi, regardez, pensez à ça parce que travailler, c'est peut-être à l'époque de nos parents, grands-parents, c'était le travail de toute une vie. Maintenant, bon, on fait quand même quelques années, on peut changer, on est flexible, mais on le fait quand même quelques années, donc faut aimer qu'est-ce qu'on fait. Donc, regardez vraiment aussi par rapport à vos intérêts. Et peut-être naturellement, en pensant à ça, vous allez aller vers quelque chose. Puis moi, dans mon entourage, en fait, mon père, lui, était ingénieur, peut-être indirect, pas en électrique, là, en génie civil, mais indirectement, ça me donnait aussi un peu une idée du métier. Puis après, regardez vers qu'est-ce que vous aimez faire. Puis peut-être que là, ça vous donnera aussi des idées là sur vers quel métier aller. Puis surtout, regardez c'est quoi qui vous passionne, parce que c'est ça qui devrait aussi vous driver là dans votre choix de métier. Totalement, parce que même si on se dirige en génie électrique, on s'aperçoit que c'est quand même plus large qu'on pense. On peut aller vers le génie électrique du bâtiment, on peut aller plus vers électrique au point de vue des technologies mobiles, là, les téléphones. Il y a quand même un ingénieur électrique qui est passé là, dans les projets et tout. Fait que ça dépend de sur quoi on veut travailler, c'est quoi nos passions. Et cette expertise-là, ben, elle se crée là, à même la formation quand on se spécialise un peu plus. Eh bien, là-dessus, c'est ce qui met fin à l'entrevue d'aujourd'hui. Ça a passé très, très vite. Un énorme merci d'avoir accepté l'invitation et de nous avoir un peu partagé c'est quoi votre quotidien de chargé de projet. C'est très intéressant. Ça nous a permis d'explorer là, une autre facette de la profession d'ingénieur électrique. Donc, merci beaucoup. Et pour les jeunes à la maison, bien, on se revoit pour une prochaine entrevue. Merci.